Le corps humain n'a jamais été conçu pour l'abondance. Et pourtant, il y succombe. Il existe une question que presque personne n'ose poser franchement. Une question qui dérange, qui culpabilise, qui intrigue, et qui révèle quelque chose de profondément troublant sur notre espèce. Pourquoi, parmi des millions d'espèces vivantes sur Terre, l'être humain est-il pratiquement le seul à devenir obèse, même lorsqu'il n'est ni malade, ni captif, ni privé de mouvement? Ce phénomène n'est pas un simple problème de nourriture. Ce n'est pas qu'une affaire de volonté. Ce n'est pas seulement une question de mode de vie moderne. C'est une énigme biologique, un héritage ancien, un piège évolutif, et peut-être même une faille dans notre programme originel. Derrière chaque excès de graisse se cache une histoire invisible. Celle d'un cerveau façonné pour la survie dans la pénurie, d'un corps programmé pour stocker comme si la famine allait frapper demain, et d'un monde moderne qui a transformé ce mécanisme vital en arme contre nous-mêmes. Au fil de ce récit, nous allons remonter très loin, bien avant les fast-foods, bien avant l'agriculture, bien avant la civilisation. Nous allons explorer les secrets de l'évolution, les ruses du cerveau, les manipulations silencieuses de l'industrie et les raisons profondes pour lesquelles notre espèce lutte contre son propre corps. Chaque étape vous révélera une couche supplémentaire de vérité. Certaines seront fascinantes, d'autres dérangeantes, et quelques-unes pourraient bien changer à jamais la façon dont vous regardez votre propre corps. Si ce genre de révélation vous attire, si vous aimez comprendre ce que l'on ne vous explique jamais vraiment, alors vous êtes au bon endroit. Prenez une seconde pour soutenir ce travail. Abonnez-vous, aimez cette vidéo, activez la cloche. Non par habitude, mais parce que ce que vous allez entendre mérite d'être partagé. Car une fois que vous aurez compris pourquoi l'être humain est la seule espèce qui devient obèse, vous ne verrez plus jamais la nourriture, le corps, ni vous-même de la même manière. La nature ne fait presque jamais d'erreur, sauf peut-être une. Il y a quelque chose d'étrangement gênant dans cette vérité. Dans la nature, l'obésité n'existe presque pas. Les lions ne deviennent pas obèses, les loups non plus, les oiseaux, les reptiles, les poissons, les insectes. Aucun ne continue à manger jusqu'à se détruire lentement. Même les animaux les plus gourmands savent s'arrêter. Leur corps leur impose une limite claire, nette, irréfutable. Tous, sauf nous. L'être humain est capable de manger sans faim, de stocker sans besoin, de continuer alors même que son corps supplie d'arrêter. Et ce phénomène ne touche pas une minorité marginale. Il concerne des centaines de millions d'êtres humains, sur tous les continents, dans toutes les cultures, chez les riches comme chez les pauvres. La question n'est donc pas « pourquoi certaines personnes deviennent obèses ?» La vraie question est beaucoup plus troublante. Pourquoi l'espèce humaine, dans son ensemble, est-elle biologiquement capable de devenir obèse, alors que la nature l'interdit presque à toutes les autres formes de vie? Pour comprendre cela, il faut abandonner la morale, la culpabilité, les jugements. Il faut regarder le corps humain comme ce qu'il est réellement. Une machine ancienne, conçue pour un monde qui n'existe plus. Dans la nature sauvage, chaque organisme obéit à une loi invisible mais implacable, l'équilibre énergétique. Un animal mange quand il a faim. Il s'arrête quand ses besoins sont comblés. Pourquoi? Parce que son cerveau est relié directement à son environnement réel. Quand la nourriture est rare, son corps ralentit. Quand elle est abondante, il mange, mais seulement jusqu'à un certain point. Quand l'excès menace sa survie, moins de mobilité, plus de prédateurs, des signaux puissants l'arrêtent. Un animal trop lourd meurt. Il ne chasse plus correctement. Il fuit moins bien. Il devient une proie. La sélection naturelle élimine rapidement tout excès. Chez l'animal sauvage, l'obésité est un handicap mortel, donc elle ne se transmet pas. Alors pourquoi ce filtre naturel ne fonctionne-t-il pas chez nous? La première clé de l'énigme est brutale à accepter. L'être humain ne vit plus dans la nature. Il vit dans un environnement artificiel, conçu par lui-même, mais totalement étranger à son corps biologique. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs marchaient des dizaines de kilomètres par jour, mangeaient de façon irrégulière, connaissèrent la famine, ne savaient jamais quand serait le prochain repas. Le corps humain n'a jamais évolué pour l'abondance constante. Il a évolué pour survivre à la pénurie.
Et dans ce contexte ancien, une règle dominait tout. Celui qui stocke, survit. La graisse n'était pas un défaut, c'était un trésor, une assurance-vie biologique. Contrairement à ce que l'on croit aujourd'hui, la graisse n'est pas une ennemie. Elle est l'un des plus grands succès de l'évolution humaine. 1 kilo de graisse représente environ 9000 calories. C'est une réserve d'énergie incroyablement dense. Dans un monde où la nourriture pouvait disparaître pendant des semaines, voire des mois, les individus capables de stocker le plus efficacement survivaient. Les autres mouraient. Ainsi, génération après génération, un tri silencieux s'est opéré. Les corps économes ont vécu. Les corps dépensiers ont disparu. Résultat, nous sommes tous les descendants de survivants économes. Des corps programmés pour manger dès que possible, stocker dès que possible, résister à la perte de poids, se méfier inconsciemment de la faim. Notre corps ne sait pas que le supermarché existe. Il ne sait pas que la famine ne viendra probablement jamais. Il se comporte comme si demain pouvait être le dernier jour avant le chaos. Le cœur du problème se trouve ici, le cerveau. Plus précisément, une zone très ancienne, l'hypothalamus. Cette petite structure contrôle la faim, la satiété, le stockage des graisses, les hormones énergétiques, et elle fonctionne selon un principe archaïque. Mange tant que tu peux. Arrête-toi seulement quand ton corps te force. Chez l'animal sauvage, l'environnement limite naturellement l'accès à la nourriture. Chez l'humain moderne, il n'y a plus de limite. Résultat, le cerveau ancien se retrouve submergé. Il voit du sucre en permanence, du gras hautement concentré, des aliments qui n'ont jamais existé dans l'histoire de l'évolution, et il interprète cela comme un miracle ou comme un danger à exploiter immédiatement. Certains diront, mais les animaux domestiques deviennent parfois obèses. Et c'est vrai. Mais observe bien, ce sont les animaux soumis au mode de vie humain. Chiens nourris à heure fixe, chats suralimentés, animaux privés de chasse, de rareté, de choix. Ce n'est pas leur nature qui change, c'est leur environnement. Dès qu'un animal retrouve un cadre naturel, son poids se régule de lui-même. L'humain, lui, ne retrouve jamais ce cadre. Il vit dans un monde où la nourriture est conçue pour être irrésistible. Le mouvement n'est plus nécessaire à la survie. Le stress remplace la faim. Le plaisir remplace le besoin. Il existe une ironie tragique. L'intelligence humaine a dépassé la sagesse de son corps. Nous avons créé des aliments plus caloriques que tout ce que la nature a jamais produit. Des rythmes de vie qui épuisent le système hormonal. Des stimulations permanentes qui brouillent les signaux de satiété. Notre corps n'a pas été mis à jour. Il réagit encore comme au Paléolithique, tandis que notre environnement est digne de la science-fiction. L'obésité n'est donc pas une faiblesse morale. C'est un conflit temporel. Un corps ancien coincé dans un monde moderne. À ce stade, une vérité commence à émerger. L'obésité humaine n'est pas une anomalie individuelle, mais une conséquence logique de notre histoire évolutive. Mais ce n'est que le début. Le corps ne trahit jamais sans raison. Il obéit à des ordres que la conscience n'entend pas. Si l'obésité humaine était simplement une question de choix, elle aurait disparu depuis longtemps. Si la volonté suffisait, aucun régime ne finirait par échouer. Si manger moins et bouger plus était la vérité entière, le problème serait réglé depuis des décennies. Et pourtant, il persiste, il s'aggrave, il s'étend. Pourquoi ? Parce que la bataille contre le poids ne se joue pas dans l'assiette, mais dans un territoire invisible, inaccessible à la conscience. Le cerveau hormonal. La plupart des humains pensent que la faim fonctionne comme un bouton. J'ai faim, je mange, je suis rassasié, j'arrête. Mais en réalité, la faim n'est pas un signal simple. C'est un orchestre hormonal complexe, ancien et extrêmement puissant. 2 hormones dominent ce système. La gréline, l'hormone de la faim, la leptine, l'hormone de la satiété. Et lorsque ce duo se dérègle, la volonté devient inutile. La leptine est produite par les cellules graisseuses. Son rôle est simple en apparence. Dire au cerveau, les réserves sont pleines, tu peux arrêter de manger. Plus vous avez de graisse,
plus vous produisez de leptine. Logiquement, une personne obèse devrait donc avoir peu faim, manger moins, perdre du poids. Mais c'est l'inverse qui se produit. Pourquoi? Parce que le cerveau humain peut devenir résistant à la leptine. La résistance à la leptine, le vrai piège. Lorsque l'exposition à la leptine est constante et excessive, le cerveau cesse d'y répondre. C'est exactement comme une musique trop forte que l'on finit par ne plus entendre. Une alarme qui sonne trop souvent et qu'on ignore. Résultat, le cerveau croit que le corps est en état de famine, même lorsque les réserves sont énormes. Il déclenche alors une faim intense, une obsession alimentaire, une baisse du métabolisme, une économie extrême de l'énergie. Le corps ne veut pas perdre du poids, il veut survivre. Voici l'une des vérités les plus choquantes. Pour le cerveau archaïque, perdre du poids est perçu comme un danger mortel. Pourquoi? Parce que dans 99,9% de l'histoire humaine, perdre du poids signifiait famine. La famine signifiait mort imminente. Ainsi, lorsque vous commencez un régime, le cerveau ralentit le métabolisme. Il augmente la sensation de faim. Il rend la nourriture plus attirante. Il diminue la dépense énergétique inconsciente. Ce n'est pas un sabotage conscient. C'est un mécanisme de survie. Le corps se bat contre vous, pour vous sauver. La gréline est sécrétée par l'estomac. Elle augmente avant les repas, diminue après. Mais chez certaines personnes, elle reste élevée en permanence. Elle devient hypersensible au stress. Elle augmente après un régime. Résultat, plus on essaie de manger moins, plus la faim devient violente. C'est pourquoi tant de personnes décrivent une sensation terrifiante. J'ai faim, même après avoir mangé. Ce n'est pas psychologique, c'est chimique. Un autre acteur majeur entre en scène, le cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress. À l'origine, il servait à fuir un danger, mobiliser de l'énergie rapidement, survivre à une menace immédiate. Mais aujourd'hui, le stress est permanent. Pression sociale, insécurité financière, fatigue chronique, peur de l'échec, culpabilité liée au poids. Le cortisol élevé en continu provoque un stockage préférentiel de graisse abdominale, une augmentation de l'appétit, une attirance pour le sucre et le gras, une résistance à l'insuline. Le corps stocke parce qu'il croit être attaqué. L'insuline permet au glucose d'entrer dans les cellules. Mais lorsqu'elle est constamment élevée, les cellules deviennent résistantes. Le glucose reste dans le sang. La graisse est stockée. La faim revient rapidement. Un cercle infernal se met en place. On mange. L'insuline monte. La graisse se stocke. L'énergie devient inaccessible. Le cerveau réclame encore de la nourriture. Le corps est plein, mais se sent vide. Tous les humains ne réagissent pas de la même manière. Pourquoi? Parce que la génétique joue un rôle. L'histoire familiale compte. Les famines passées laissent des traces. Des études montrent que les descendants de populations ayant connu des famines développent plus facilement des mécanismes de stockage. C'est ce qu'on appelle la mémoire épigénétique. Le corps se souvient de la peur, même s'il ne l'a jamais vécue. La société répète « Tu manques de discipline. Tu n'as qu'à manger moins. C'est ta faute. » Mais ce discours est biologiquement faux. On ne combat pas une hormone avec de la honte. On ne neutralise pas un cerveau archaïque avec de la morale. L'obésité humaine n'est pas un vice. C'est un déséquilibre profond entre biologie ancienne et environnement moderne. À ce stade, une interrogation devient inévitable. Si notre corps est programmé pour stocker, si notre cerveau résiste à la perte de graisse, si nos hormones sabotent la volonté, alors une question dérangeante surgit. Notre environnement est-il réellement neutre? Ou a-t-il été conçu pour exploiter ses failles biologiques? Le danger n'est pas ce que tu manges, mais ce que cela fait à ton cerveau sans que tu le saches. À ce stade du récit, une vérité commence à se dessiner clairement. Le corps humain n'est pas défaillant. Il est exploité. L'obésité humaine ne s'explique plus seulement par l'évolution, ni même par les hormones. Un nouvel acteur entre en scène, silencieux, invisible,
terriblement efficace. La nourriture moderne elle-même. Pas la nourriture au sens ancien. Pas celle qui pousse dans la terre ou qui court dans la savane. Mais une nourriture conçue, optimisée, calculée pour provoquer une réaction précise dans le cerveau. Et cette réaction porte un nom. La dopamine. La dopamine n'est pas l'hormone du plaisir, contrairement à ce que l'on répète souvent. Elle est l'hormone de la motivation, de l'anticipation, du désir. Elle dit au cerveau « Ceci est important. Recommence ». Dans la nature, la dopamine se déclenche pour trouver de la nourriture rare, réussir une chasse, découvrir une ressource vitale. Mais jamais, le cerveau humain n'a été exposé à des stimulations dopaminergiques aussi puissantes, aussi constantes, aussi artificielles que celles de la nourriture moderne. Les ingénieurs alimentaires utilisent un concept précis, le bliss point, point de félicité. C'est le ratio exact de sucre-graisse, sel, texture, température, qui déclenche le maximum de dopamine sans provoquer de satiété rapide. Assez bon pour donner envie, pas assez rassasiant pour arrêter résultat. Le cerveau réclame encore, et encore, et encore. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul. Pose-toi une question simple. Pourquoi peux-tu manger un paquet entier de biscuits, une tablette complète de chocolat et chips jusqu'au fond du sac, mais jamais 10 pommes d'affilée, 5 kilos de brocolis, une marmite entière de riz nature. Parce que les aliments naturels activent la satiété. Les aliments ultra transformés contournent la satiété. Ils sont pauvres en fibres rapides à digérer, hyper concentrés en calories, faibles en mastication. Le cerveau reçoit le plaisir avant le signal d'arrêt. Le sucre était autrefois rare, saisonnier, précieux. Chaque source de sucre signalait « Profite maintenant, cela ne durera pas ». Aujourd'hui, le sucre est partout caché, constant dissimulé sous des dizaines de noms. Le cerveau, lui, n'a pas changé. Il réagit encore comme s'il venait de découvrir un trésor rare. Certaines études montrent que le cerveau d'une personne obèse réagit à la nourriture comme celui d'un toxicomane à sa substance. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce que les récepteurs dopaminergiques sont désensibilisés. Résultat, il faut manger plus pour ressentir la même chose. Le plaisir diminue, la compulsion augmente, la culpabilité s'installe. Un cercle fermé. Dans la nature, la mastication est longue. Les fibres ralentissent la digestion. Les signaux hormonaux ont le temps d'agir. Dans l'alimentation moderne, tout est mou, rapide liquide, pré-mâché. Le cerveau est trompé. Il reçoit des calories sans recevoir l'information de satiété. On répète souvent, il suffit de manger avec modération. Mais c'est ignorer une réalité biologique cruelle. Certains aliments sont conçus pour rendre la modération presque impossible. Ce n'est pas un échec personnel. C'est une stratégie industrielle. Le cerveau des enfants est encore plus vulnérable. Les circuits dopaminergiques sont immatures. La mémoire du plaisir se grave profondément. Les habitudes se fixent tôt. Un enfant exposé tôt à ces aliments associe plaisir et ultra transformé. Rejette plus tard les aliments simples. Développe une tolérance au goût naturel. Ce n'est pas de l'éducation ratée. C'est une empreinte neurologique. Un régime demande contrôle conscient, discipline, restriction. Mais la nourriture moderne agit inconsciemment, automatiquement, biologiquement. La lutte est asymétrique. Le cerveau ancien n'est pas équipé pour résister à une stimulation permanente, savamment optimisée. Si le cerveau est piraté, les hormones sont déréglées, l'environnement pousse au stockage. Alors une question devient inévitable. L'obésité est-elle vraiment un accident? Ou la conséquence logique d'un système? Le corps n'est pas cassé. Il a simplement été placé dans un monde qui ne lui ressemble plus. Arrivé ici, une chose est devenue claire. L'obésité humaine n'est ni un hasard, ni une faute individuelle, ni un simple excès de nourriture. C'est une collision. Une collision entre un corps ancien et un monde moderne. Entre une biologie conçue pour survivre et un environnement conçu pour stimuler. Entre des mécanismes de protection
et un système qui les exploite. Mais il reste une dernière couche à comprendre. La plus subtile, la plus douloureuse, et peut-être la plus destructrice de toutes. La honte. Dans la nature, un animal en difficulté n'est jamais humilié. Il lutte, il s'adapte, il survit, ou il disparaît. Chez l'humain moderne, quelque chose d'unique s'est produit. Nous avons ajouté le jugement moral à un phénomène biologique. L'obésité n'est pas seulement vécue dans le corps, elle est vécue dans le regard des autres. Moquerie, discrimination, dévalorisation, mépris déguisé en conseil, et ce regard extérieur finit par devenir une voix intérieure. La honte déclenche du stress. Le stress déclenche du cortisol. Le cortisol favorise le stockage de graisse. La société combat l'obésité, en nourrissant exactement ce qui la renforce. Plus une personne se sent jugée, plus elle se replie, plus elle mange pour apaiser. Plus son corps se protège, plus le cercle se referme. Ce n'est pas un manque de motivation. C'est une réponse physiologique à l'hostilité. Il y a encore quelques générations, certaines populations semblaient presque épargnées. Îles du Pacifique, communautés rurales africaines, tribus amazoniennes, villages traditionnels asiatiques. Leur secret n'était pas la discipline, ni une génétique miraculeuse. C'était une alimentation peu transformée, une nourriture liée à l'effort, un rapport au corps non culpabilisant, une vie rythmée par le mouvement naturel. Puis, le monde moderne est arrivé. En quelques décennies, les mêmes corps, les mêmes gènes, les mêmes traditions ont développé obésité, diabète, maladies métaboliques. Ce n'est pas l'humain qui a changé, c'est son environnement. Voilà peut-être la phrase la plus importante de tout ce récit. Le corps humain ne cherche pas la minceur, il cherche la sécurité. Il stocke quand il perçoit de l'incertitude, du stress, de la restriction, de la peur, du jugement. Il lâche prise quand il perçoit de la stabilité, de la régularité, de la confiance, du respect. Le corps écoute l'environnement, pas les injonctions. Les discours dominants parlent de combat, discipline, guerre contre les kilos, punition par le sport, privation alimentaire. Mais le corps interprète cela comme une agression. Et un corps agressé se défend. Il ralentit, il stocke, il résiste. La perte de poids durable n'est jamais une conquête violente. C'est une réconciliation biologique. Quand les mécanismes de survie comprennent qu'il n'y a plus de danger, la leptine recommence à parler. La faim se régule, le métabolisme se détend, le poids devient secondaire. Cela ne passe pas par la haine de soi, la restriction extrême, la peur permanente de manger, mais par la compréhension, la régularité, le respect du rythme biologique, la sortie du chaos alimentaire. L'une des plus grandes violences modernes est celle-ci. Réduire un être humain à son corps. Le poids est devenu une identité, une étiquette, une condamnation sociale, alors qu'il n'est qu'un symptôme, jamais une essence. L'obésité ne dit rien du courage, de l'intelligence, de la valeur, de la dignité. Elle raconte une histoire biologique, pas morale. Notre intelligence a créé l'abondance, la transformation, la stimulation permanente. Mais notre biologie avance plus lentement. Ce décalage n'est pas une erreur, c'est le prix de l'évolution rapide. Et comme toute transition brutale, elle laisse des victimes silencieuses. Si l'être humain est la seule espèce à devenir obèse, ce n'est pas parce qu'il est faible, c'est parce qu'il est la seule espèce à produire une abondance artificielle, la seule à transformer chimiquement sa nourriture, la seule à vivre sous stress constant, la seule à se juger elle-même en permanence. L'obésité est un miroir de notre monde moderne. 10. Le dernier regard. Si tu devais retenir une seule chose de cette histoire, ce serait celle-ci. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il a toujours essayé de te protéger, même quand il s'est trompé d'époque. Comprendre cela, c'est déjà commencer à guérir. Pas seulement le poids, mais la relation que l'humanité entretient avec elle-même. Conclusion silencieuse.
L'obésité humaine n'est pas une honte à effacer. C'est un signal à écouter. Un signal qui dit « Le monde est allé plus vite que le corps ». Et tant que nous refuserons d'écouter ce message, nous continuerons à traiter les symptômes au lieu de comprendre la cause. Si tu es encore là, jusqu'à cette dernière seconde, alors merci. Merci sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'au bout, d'avoir laissé ces idées résonner, peut-être même te bousculer. Ce récit n'avait pas pour but de juger, ni de donner des leçons, mais d'apporter de la compréhension, là où il y a trop souvent de la honte et du silence. Comprendre pourquoi l'être humain est la seule espèce à devenir obèse, c'est aussi comprendre à quel point notre corps a toujours essayé de nous protéger, même quand le monde a changé plus vite que lui. Derrière chaque lutte, chaque frustration, chaque échec apparent, il y a une intelligence biologique profonde, ancienne et souvent mal comprise. Si cette vidéo t'a apporté un nouveau regard, si elle t'a aidé à être un peu plus bienveillant envers toi-même ou envers les autres, alors elle a déjà rempli sa mission. N'hésite pas à soutenir ce travail en t'abonnant à la chaîne, en laissant un like et en activant la cloche de notification. C'est grâce à toi que ces récits peuvent continuer à exister et à toucher d'autres personnes. Encore merci pour ta présence, ton écoute et ta confiance. Prends soin de toi et souviens-toi, ton corps n'est pas ton ennemi.